Bienvenue sur cet nouvel épisode, 14e épisode. Ça passe vite. On va voir si Mika, si t'es synchro aujourd'hui. Bien sûr, je suis synchro. Non, j'ai pas la chapka. J'ai pas la chapka. Je t'ai devancé cette fois. Comment ça va? Ouais, c'est vrai. Ouais, ça va et toi? Ça va, super. J'espère que le problème de son il va être réglé. Et s'il n'est pas réglé sur cet épisode, croyez-moi, c'est la dernière fois qu'il y aura un problème. Bon, on démarre par quoi, Mika? Parce que là, on a une semaine du gros combat tant attendu. On voit que tu affiches fièrement ton soutien à Ngannou et à l'extrême couture. Je suis assez déçu de toi. Pour une fois qu'on a un Français, un pur Français qui va faire la ceinture, tu Et, t'affiches fièrement avec les couleurs un d'Ngannou. pur français. Mais cette phrase à la Zemmour que t'as sortie, un pur français. T'as sorti. C'est un pur produit français. C'est un pur produit français, on peut pas dire le contraire. Ah, vas-y, commence pas à me prendre là-dessus. On en rediscutera après. Ouais. D'ailleurs, avant chaque épisode, je me dis, attends, faut que je dise ça, mais après, on rentre directement dans le sujet. Il y a un truc que Mika il devait faire sur le Main in Fight, le défi. Donc, on va le mettre maintenant dans le Mikan AB Show. On fait quoi? On laisse les gens décider du défi. Bon, déjà, il y a un défi qu'on doit faire, c'est la course à 100 mètres. Déjà. Voilà, déjà, il y a un 100 mètres sprint entre toi et moi. Ouais. Et ça, on va mettre la vidéo parce que ce fou, il a osé dire qu'il était plus rapide que moi sur 100 mètres. Ma parole, hein, vu la cadence d'entraînement que tu as, je te jure que je suis confiant. Je suis Mais confiant. Mais c'est ça le pire, c'est que même avec la cadence d'entraînement que j'ai, je vais te battre. Écoute, on verra. On verra. Donc après ça, on va vous laisser décider des défis. Vous les mettrez en commentaire. Que ce soit, on vous laisse faire et on choisira. On peut très bien faire du ping-pong comme de la lutte, ce que vous voulez. Vas-y, c'est parti. On relève tous les défis. Et deuxième chose, il y aura un petit quiz à la fin parce que j'avais parlé d'un jeu concours, mais j'arrive pas à m'organiser. Donc on va faire un quiz. Et voilà, celui qui mettra la meilleure réponse en commentaire, il y aura un tirage au sort. Et voilà, on lui fera gagner. Mika, comme il est généré, il lui fera gagner une place pour la Rest 3. Voilà, c'est annoncé. on démarre sur le main event d'hier. Ça va finir au 100% fight cette histoire. On démarre sur le main event d'hier. Qatar vs Chikadze. En fait, Qatar qui venait presque un an après sa terrible défaite contre Max Holloway. Exactement. Pour être honnête, il m'a impressionné. Et vraiment, avec tous les gens avec qui j'ai discuté, ils voyaient Chikadze vainqueur. Qu'est-ce qu'on en pense de ce combat, Mika? Moi, en fait, j'ai toujours dit depuis longtemps que je trouvais que Qatar, c'était presque celui qui avait la plus belle anglaise de l'UFC. J'ai toujours trouvé que Qatar, c'était une anglaise de fou. Et en fait, moi, sur le combat Holloway-Qatar, c'est plus Holloway qui m'a choqué que Qatar qui m'a déçu. Ouais. Après, Chikadze, le truc, c'est que je savais qu'il était bon, mais quand tu regardes le palmarès de Chikadze, c'est vrai, il a mis Barboza à son palmarès, mais il n'a pas non plus. Pour moi, c'était 50-50. J'aurais pas mis un cent sur ce combat, parce que même quand tu regardes le début du premier round, au début, franchement, Chikadze, il faisait peur. Je trouvais qu'il était ultra agressif, qu'il avait envie d'en finir. Et je pense que c'est ce qui lui a coûté cher dans le combat. Mais voilà, en fait, j'aurais pas été surpris que l'un ou l'autre s'impose. Après, c'est vrai que la performance de Qatar, c'est extraordinaire. Ce qu'il a fait là, c'est extraordinaire. Ouais, comme je disais, après, on a souvent la culture de l'instant T parce que, comme tu dis, là, maintenant que le combat il est passé, que je suis à froid, en fait, malgré que Chikadze il avait une grosse hype, là, on le voyait comme un futur prétendant au titre. Mais quand tu regardes son palmarès, il n'a pas aligné de gros noms, contrairement à. Il y a Barboza et Swanson, mais Swanson, c'est la fin. Bien sûr, tu vois. Et Barboza, il est au top de sa forme. Et Barboza, voilà, ça a toujours été un mec qui était en milieu de tableau, justement. Le mec qui te fait aller au rush de la ceinture, mais c'est pas un gars du top 5. C'est ça. Et en fait, l'approche qu'il a eue, Qatar, elle m'a un petit peu impressionné parce que tu peux pas faire du kick avec un plus gros kickboxer que toi. Et on sait que Chikadze, dans sa manière de boxer, il est très statique, il frappe dur. Et en fait, dès l'entrée de jeu, il a directement eu une bonne approche du combat dans le sens où il s'est approché de lui. Enfin, il mettait la pression tout en désaxant. Ça veut dire qu'en fait, il devait toujours se réaxer. Chikadze, il n'a pas réussi en fait à imposer son rythme parce que on sait que lui, il monte. Voilà, il tape dur.
Il met des bonnes jambes, mais le fait qu'il a vu qu'il y a eu la menace de lutte à un moment donné, parce que dans le premier round, ils se sont emmenés, bah, j'ai l'impression que il était un petit peu réticent au fil des rounds pour envoyer des jambes, pour pas se faire saisir et pour pas aller au sol. Et non, ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, en fait. Je pense aussi que quand tu regardes l'explosivité de Qatar, ça m'a surpris. C'est là où, en fait, Qatar, tu vois que dans son game plan, à la moindre opportunité, il était prêt à aller amener le combat au sol. Et en fait, il a réussi à rivaliser en pied-point à partir du moment où il a usé Shikadze au sol. Et tu vois, la différence entre Qatar et Shikadze, c'est que quand même, on voit que Qatar, niveau lutte et sol, c'est quand même un cran au-dessus de Shikadze. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Et puis même les gros coups et tout, là, il a vraiment montré, on va dire, la supériorité du Muay Thai face au kickboxing. Mais je suis impressionné parce que même le fait qu'il a subi pas mal de dégâts lors de son dernier combat, on en parlait, je crois, dans un podcast là il y a quelques mois. Je le voyais pas revenir aussi fort, tu vois. Je me suis dit peut-être que ça allait lui laisser quelques dommages, même au niveau psychologique comme physique. Mais il est revenu au top de sa forme, mais chapeau bas. D'ailleurs, il a pris la performance de la soirée. Ouais, c'est mérité. Et en plus, je sais pas, c'est quand même le premier event de l'année 2022. La carte, elle était franchement pas folle. Franchement, c'était horrible, pour dire la vérité. C'est ça, ouais. Il y a le co-main event et le main event, en fait. Le poids lourd, la Jack Collier qui a pris aussi le bonus. Ouais, là, mais j'ai pas kiffé, franchement. Il y a vraiment que pour moi que ce combat qui était un élément marquant. Et même pour la KT, je trouve que, en fait, c'est là où on voit aussi la différence de niveau entre Ortega, Holloway, Volkanovski. Et derrière, on a Rodriguez, Korean Zombie, Qatar. Et derrière, il y a encore un autre stade, tu vois. Ouais. Pour moi, la KT, elle est vraiment, il y a vraiment des niveaux, tu vois, il y a des planchers. En tout cas, le combat là que j'aimerais bien voir, c'est Rodriguez contre Qatar. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de Korean Zombie, je crois qu'il remplace Max Holloway pour la ceinture. Ouais. Je sais pas si ça a été acté, mais c'est ce que j'avais vu. Bah, il y a il y a Cerudo qui avait demandé à être mis pour la ceinture. Ouais, et je crois que. Ouais. Mais franchement, j'aurais plus kiffé voir Cerudo face à Volkanovski que Korean Zombie face à. Ouais, bien sûr. Mais je comprends pas pourquoi ce mec-là, en fait, lorsqu'il call out quelqu'un, bah, Dana White, il répond pas. Il répond jamais, je sais pas. C'est bizarre. Je peux pas te dire. Et après, tu sais, il y a un gars aussi qu'on oublie dans cette KT et je sais pas pourquoi il combat pas en ce moment. C'est Arnold Allen. C'est un Anglais, là, je crois. Tu sais, il a 7-0. C'est un tueur à gage. Il a des bêtes de soumission, bon lutteur. Ça me dit rien de nom comme ça. T'as dit quoi? Ça me dit rien de nom comme ça. Il a combattu récemment? Ouais, Arnold Allen, il bat tout le monde. Il a battu tout le monde. Il a battu Youssouf, il a battu Lenz, il a battu Melendez. Il est top 6. Et lui, c'est un tueur à gage. Ah, en plus, c'est vrai qu'il est juste devant Chikadze en plus. Il est 7ème là sur le classement que j'ai. Moi, je suis sur le classement aussi, il est 7ème. Juste devant Chikadze. Ouais, mais lui, tu vois, par exemple, pour Chikadze, ça peut être un bon combat pour revenir tout de suite. Ou après, bah, il peut faire aussi son chemin. Allen, il peut aller croiser le chemin de Ortega, par exemple. Même si je vois Ortega au-dessus, ça peut être des match-up. Ok, son dernier combat, c'était le 10 avril contre Youssouf. Mais en tout cas, on voit, en tout cas, pour moi, dans la KT 66, là, clairement, on voit qu'il y a des paliers. Et pour moi, ils sont 3 vraiment. On a Volkanovski, Holloway qui sont vraiment touche-touche. On a tous, juste derrière, on a Ortega. Et un peu derrière, on a Korean Zombie, Rodriguez, Qatar. Et après, il y a le reste de la KT, quoi. Ouais, ça m'a un petit peu pensé lorsqu'il y avait John Jones et Daniel Cormier chez les 93 kilos et tout le reste en bas, tu voyais la différence de niveau. Ouais. Elle est flagrante. On a eu enfin l'officialisation de Dana White, mais j'ai pas eu de date en tout cas pour le moment que Leon Edwards et pas Leon Edwards aura sa chance. Enfin sa chance au titre. Après 8 combats consécutifs, dont 8 victoires. C'est assez une bonne nouvelle pour lui. Mais bon, au niveau, pour l'aspect du combat, voilà, je pense pas qu'il a apporté quelque chose de nouveau, même depuis son combat contre Ousmane. Ouais, après, faut se méfier quand même. Après, regarde, si tu regardes la KT, je crois, c'est Covington qui est number 1. Il y a Burns derrière et ensuite, tu as Elward.
Je sais pas, tu veux mettre qui? En vrai de vrai. Non, bien sûr, non, bien sûr qu'il le mérite. Non, il le mérite ce combat. Ça fait des années qu'il attend. Mais je te parle vraiment pour l'aspect combat. Je sais pas s'il pourra apporter quelque chose de nouveau en fait, contrairement à leur premier affrontement. Tu vois, c'est là où je veux en venir en fait. Non, mais je suis assez d'accord. En plus, comment dirais-je, même du point de vue pay-per-view, on sait d'abord que ça va être un flop le truc. Ouais. Ça va être un flop total. Ils peuvent pas se permettre de mettre. Tu vois, même s'ils font genre un gros UFC numéroté et qu'ils mettent genre 3 ceintures, ils peuvent pas se permettre de mettre Ousmane en main event, tu vois. Mais t'imagines, je suis sûr que Covington Masvidal, ça se vend mieux que Ousmane contre Léon Edouard. Une belle transition d'ailleurs, les deux anciens partenaires qui vont s'affronter. Ouais. Ouais. Et bah déjà, même pour parler de ce combat-là, c'était un jour un débat que j'avais fait en fait sur Instagram. Tu sais, j'avais mis une boîte à questions. Et je demandais, parce que là, l'UFC, ils ont commencé à ressortir leur. Parce qu'en fait, les deux, ils s'accompagnaient dans le combat. Est-ce que toi, tu pourrais quand même affronter un ancien partenaire à toi? Ou un partenaire à toi? Dans une grosse orga, à l'UFC, par exemple. Par exemple, moi, je peux pas faire que ce que Burns a fait avec Ousmane, c'est-à-dire s'apprécier et combattre. Ça, je peux pas le faire. Maintenant, c'est différent. Entre Covington et Masvidal, ils sont passés de amis à ennemis, et une fois qu'ils ont été ennemis, ils se sont dit maintenant on va s'affronter. Donc oui, ça, je suis capable de le faire. Mais par contre, je suis pas capable de dire vas-y, on fight, c'est juste pour le fight, t'inquiète, après on est poteau. Ça, non, je suis pas capable. Moi, c'est ce genre de choses-là. Bon, même moi, j'en suis pas capable, mais tu sais, ça me hype vraiment tu vois, de voir genre, des images comme ça. Genre, ils étaient ensemble à l'entraînement, ils sont ensemble au combat, et boum, ils s'affrontent. Mais en tout cas, ce combat-là, je pense qu'il va l'emporter sans trop de difficulté, Colby, face à Masvidal. C'est là, Masvidal, pour moi, là, il est dans la catégorie, mais c'est vraiment genre un mec qui peut, on va dire, faire des money fights là, actuellement, faire des gros pay-per-view, mais je pense plus que ce soit un concurrent sérieux pour le titre là, actuellement. En fait, Masvidal, pour moi, c'est la même chose que Nate Diaz. C'est des mecs qui sont là, ils font chier dans la KT parce qu'ils sont forts, c'est des bons, des mecs qui gardent les portes du top 10 de l'UFC, tu vois, c'est le gardien des clés du top 10 ou top 5. Mais c'est vrai que, bon, après, on sait qu'il est capable, tu vois, ça reste des combats, ils sont aguerris. Mais effectivement, quand tu vois le combat de Covington face à Ousmane, j'ai du mal à voir Masvidal pouvoir faire quelque chose face à lui. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Sur le premier combat contre Ousmane, on disait, ouais, c'était un short notice. Ousmane, il l'avait battu à la décision. Ça y est, on était encore sur le bénéfice du doute. Mais depuis, et lorsqu'il y a eu une préparation et tout, et qu'il s'est fait. Tu vois, on va dire là, on a la certitude qu'il n'ira pas plus loin que ça, je pense, quoi. Ah ouais, je suis d'accord. Là, pour le coup, je suis vraiment d'accord. On passe. C'est rare. C'est rare. T'as un beau t-shirt d'ailleurs. Ouais, très très beau t-shirt. Magnifique. Passons aux événements français. Attends 2 secondes, Aibi, je fais un truc du coup. Qu'est-ce que tu as peur comme connerie encore? Non, vas-y, je t'écoute. Ok. Pas de conneries. Non, je mets juste la carte de l'Hexagone. Je mets juste la carte de l'Hexagone devant mes yeux. Moi aussi, j'ai un t-shirt. Non, c'est ça, moi. T'as pas honte? Il y a écrit Extrême Couture, tu me gagnes. T'as pas honte de. Là, il y a un Français qui combat pour le titre. Toi, c'est Lyon et moi, c'est Nike. Il y a un Français qui combat pour le titre et t'oses même pas lui apporter un minimum de soutien. Au moins, tu ressembles semblant. Mais pourquoi? Non, écoute. Moi, Gain, j'ai toujours reconnu. On va y revenir après. Je reconnais son talent. Je l'ai dit, c'est un génie. C'est un génie. Maintenant, tu peux pas me dire mon cœur et j'ai envie de. Je te parle même pas de l'aspect combat, mais juste de l'aspect, comment dire. C'est un grand pas pour le MMA français. Mais moi, j'ai côtoyé Ngannou, je lui ai parlé, je le connais, on échange. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. On est français, c'est bien, c'est une bonne chose. On y reviendra. Je disais, il y a l'annonce de l'Hexagone, du 3e événement de l'Hexagone, qui aura lieu le 26 novembre. Le 26 février, tu me chamboules.
à Reims. On a eu pas mal de retours. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai eu pas mal de retours. D'ailleurs, petit aparté, je précise, voilà, les débats sont ouverts, sans langue de bois, mais tout dans le respect. Parce que j'ai reçu en fait des commentaires par rapport à certains combattants dont je ne dirais pas le Ouais, nom. même moi, si, tu Tu peux le vois? dire. Et je Eh, j'ai cautionne pas re- les manques de respect. Franchement, je cautionne pas le manque de respect. Ok, on rigole, bonne ambiance, on sort des dossiers, mais tout dans le respect. Donc voilà, donc voilà, en tout cas, ouais, personnellement, la carte, elle me hype pas. Un mec comme Damien Losco qui mérite beaucoup mieux que l'adversaire qu'ils lui ont proposé. Et on sait que c'est pas de sa faute. On peut pas dire qu'il choisit entre guillemets, des pêcheurs, comme tu le dis, parce que je sais que, tu sais, je le connais bien, on parle souvent, il est vraiment à la recherche de défis, mais il reçoit plein de refus. Et je et sais pas, ouais. ah, vas-y. Et franchement, je sais pas c'est quoi leur méthode de marketing. C'est juste sur leur Instagram. En plus, ils ont annoncé 2 événements, le 26 février et le 23 avril. Sur leur Instagram, ils sont à peine à 2300 followers. Tu vois, leur community manager, je sais pas, c'est pas ouf. Tu sais, ils annoncent leurs événements limite 3 semaines avant. La qualité de la carte, personnellement, moi, je sais pas. En tout cas, ça me donne pas envie d'aller payer, même s'il y a beaucoup de gens que je connais. Ça me donne pas envie d'aller payer pour voir ce genre de fight card. Tu sais, je me dis, voilà, on a assez galéré pour avoir du MMA en France. Et apparemment, c'est une organe qui a les moyens. Donc, ça, autant investir et de mettre de belles oppositions, tu vois. Ouais. Après, je trouve quand même que tu es un peu dur sur la carte. Parce que moi, il y a un combat que j'aime bien. Du coup, bah, on peut prendre la carte et on la regarde ensemble, ce que je te Ouais, je vais te propose. valoriser. Après, là où je te rejoins tout à fait, par contre, c'est que sur la communication, franchement, ils font pas mieux que moi. C'est-à-dire que, non, mais ce que je veux dire, c'est que au final, ils font mieux que moi, heureusement pour eux. Mais avec les moyens qu'ils ont, je ne comprends pas. Surtout, au-delà de même des moyens, c'est avec la prétention avec laquelle ils sont arrivés sur le marché. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés en disant, nous, déjà, on n'est pas une organisation parisienne ou française, on est une organisation nationale. C'est-à-dire qu'ils veulent organiser sur toute la France. Ils ont annoncé une date à Nice qu'ils n'ont pas tenue au mois de décembre. Aucun communiqué. C'est vrai? Ils ont fait... Ouais, à la base, ils devaient organiser au mois de décembre. Ils ont fait comme si ils avaient jamais dit ça. Bon, pourquoi pas? Non, mais ok, tu vois, pourquoi pas? Mais petite Mais au question, moins, tu les connais, les organisateurs et tout? Tu sais c'est qui? les organisateurs, non. Après, moi, je connais, je crois qu'il est matchmaker, c'est Anthony Rea. C'est un ancien du MMA. C'est quelqu'un qui a Ouais. une carrière, une très bonne carrière d'ailleurs. Enfin, qui était un des pionniers du MMA. Il faut respecter son parcours. Et je crois que c'est lui qui fait le matchmaking. Mais après, lui, il est assujetti à forcément un budget et je connais pas le budget qu'il a, tu vois. Mais c'est un ancien, hein. Je crois qu'il a plus de 50 combats hein, référencés sur Tapology. Ouais, Tu ouais, je sais pas. En regarderas. fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu. Je sais pas, non, je vais pas. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît bien le milieu. C'est d'ailleurs quelqu'un qui est très proche de Gaël Grimaud. Et je crois aussi que c'est pour ça on a le retour de Gaël Grimaud sur le devant de la scène. Après, comme je te dis, sur la qualité du visuel, etc., des galas, je trouve que c'est quand même pas mal. Ce qu'ils proposent Ouais. visuellement à la télé, c'est bien. Sur la communication, ça va pas du tout. Et sur les oppositions qu'ils nous ont proposées jusqu'à maintenant, c'est n'importe quoi. Là, on peut quand même noter qu'ils ont mis 8 combats, ce qui est assez nouveau pour eux parce qu'ils faisaient des cartes de 5 combats, 6 Mais combats. déjà, regarde. En général, c'est une carte de 12 combats. Par exemple, comme à l'ARES. Je crois de base, il y avait 12 combats prévus. Finalement, il y en a eu 9 ou 10, tu vois. Déjà, tu as toujours des désistements. Donc là, partir ouais, c'est 1, 2, 3, 4. Ouais, 8 combats. Tu sais que tu peux en perdre 2, voire 3. Tu sais, c'est Ouais. risqué. Bah, surtout avec en fait, il y a quelque chose, c'est vrai que la période Covid, en plus, elle fait mal. C'est-à-dire que avec le Covid, t'es jamais à l'abri qu'il y ait un mec qui soit positif, etc. Et c'est ça qui fait que la dernière fois, les combats étaient déséquilibrés. Je pense au combat de Baben, qui a affronté un mec qui est arrivé la veille, tu vois, un Ukrainien. Ouais. Et franchement, le combat, il avait ni queue ni tête. Donc après, c'est indépendant de leur volonté, malheureusement. Mais Ouais. en tout cas, c'est clair que sur les oppositions, il y a vraiment un travail à faire. Ouais, Après, c'est ça. sur la carte, je trouve qu'il y a des vrais talents. Il y a des vrais gars. Je pense à Alexis Fontes,
qui est un bon gars, qui est très fort, qui a été, Ouais. je sais pas s'il a été champion du monde de grappling. Il a fait les Vice-champion. championnats du monde de grappling, il a fait les championnats d'Europe de grappling à plusieurs reprises. Il était titulaire dans l'équipe de France pendant plusieurs années. Il a un gros background dans le judo. Après, en tout cas, il a fait un podium. Il a fait un podium au championnat d'Europe, au championnat du monde aussi, mais je ne me rappelle plus s'il a fait premier, deuxième ou autre, tu vois. Ensuite, on a Damien Losco-Rémy, c'est quand même, comme tu le dis, en termes de prospect, l'un des plus gros prospects du MMA actuellement chez les poids lourds. En tout cas, c'est avec toi, vous êtes les deux seuls. C'est juste qu'il manque derrière. de communication, on verra, de lumière. Mais ouais, moi je pense que, en tout cas, si on doit parler de poids lourds qui peuvent potentiellement signer à l'UFC, je le mettrai dans la liste. Mais surtout que lui, en plus, moi, ce que j'aime chez lui, c'est que lui, il a pas sa langue dans sa poche. Quand il dit un truc, il le dit cash. Il n'y a pas de, tu vois, il va pas à gauche, à droite. Et ça, c'est quand même appréciable. Mais ensuite, c'est aussi, c'est ce que je lui dis, c'est peut-être ça qui fait que, tu sais, il est entre guillemets boycotté parfois, je pense. Toi, tu préférais qu'il pratique la langue de bois comme toi? Non, moi, je fais pas de langue de bois, moi. Ensuite, attends, il y a un autre combat, par exemple le main event. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce main event qu'il nous propose. Aïmargui qui nous vient du sud de la France et Gaël Grimaud qui nous vient de la Réunion, ancien parisien. Donc ça va être un beau combat. C'est un combat d'anciens. Effectivement, c'est des anciens du game. Ensuite, on retrouve Laetitia Blo sur la carte. C'est une ancienne partenaire à toi que tu aimais bien. À toi aussi. Avec qui tu aimais bien tourner. Que tu as fait pleurer parce que tu lui as tiré les cheveux. Tu te souviens ou pas? Tu continues parce que frérot, je monte des captures d'écran tout de suite là. Ensuite, on a Alex Jean-Guillaume qui est sur moi qui je trouve, et c'est vrai qu'il a mal commencé sa carrière parce qu'il était sur 5 défaites consécutives. Et Alex, et du coup là il a signé 3 victoires consécutives et j'ai trouvé qu'il y avait une grosse progression dans son MMA. Donc c'est vraiment un combattant à suivre. Et ensuite, on a Sofiane Aïssaoui, c'est lui dont tu parlais, qui était très critiqué sur les réseaux. J'ai pas compris. On m'a envoyé beaucoup de messages en MP. Voilà. Et je sais pas pourquoi il crée autant de polémiques. Moi, je savais qu'il y avait déjà des tensions entre lui et par exemple Anthony Dizzy et Alex Fontes. Ouais. Mais là, c'est vrai que j'ai reçu énormément de messages qui m'ont dit il faut absolument que vous en parliez dans votre podcast, etc. Ouais, mais le problème, c'est que les gens, tu sais, ils sont irrespectueux, tu sais, ils insultent. Et c'est juste ça que je cautionne pas, quoi. Mais en gros, ils disent qu'en gros, qu'il refuse tout le monde. Il a même refusé Oudina. Et en gros, qu'il soigne son palmarès, en gros. Tout ça pour en gros, c'est ça. Ce qui lui est reproché, moi, de ce qu'on m'a dit, c'est qu'il affronte beaucoup de pêcheurs. Et voilà, qui soigne son palmarès et que, comment dirais-je, à Reims, pour avoir beaucoup de subventions, il dénigre, par exemple, à Anthony Dizzy, qui, on le sait, a performé au plus haut niveau, en laissant croire aux gens que lui a un niveau supérieur à Anthony Dizzy, par exemple. Et je crois que ce qui agace, il y a vraiment une rivalité à Reims entre les deux. Et j'ai cru comprendre que Anthony Dizzy était prêt à l'affronter à 77 kilos pour cet événement. Non, je pense qu'il y a une différence de niveau. Anthony Dizzy, il s'est exprimé à l'international, au Bellator, je sais pas, en tout cas, Anthony combat à 66 kilos et là, il a dit à 77 kilos, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on ne sait jamais si ça tombe dans l'oreille d'un promoteur qui veut. Non, je pense pas que ça se ferait. Je pense pas que ça se ferait, mais bon. Il y a eu aussi la carte de Ares 3 qui a été dévoilée. Ouais. Et il y a un combat qui me hype particulièrement. C'est Omar Sy vs Paulin Bégueï. Deux gars que je connais très bien particulièrement. Omar Sy, voilà, c'est un très bon ami avec qui j'ai tourné mon ami des gants plusieurs fois. Et Paulin aussi. C'est actuellement mon partenaire d'entraînement. Donc en fait, pourquoi ce combat il me hype? Parce que d'un côté, tu as Omar qui est sur 5 victoires consécutives pour 5 victoires, 5 finitions avant la limite. Et de l'autre. Dont un combat au KSW, il faut préciser. Ouais. D'ailleurs, il est signé au KSW pour plusieurs combats. Et tu vois, il est en train de faire son petit à petit. Et de l'autre côté, tu as Paulin qui arrive avec 2 combats professionnels.
Il a un passif en amateur, je crois qu'il a fait les IMAF, là, les Worlds, tu vois. Mais en gros, quand tu regardes en fait du côté de Marcy, tu dis qu'il a tout à perdre en fait en affrontant Paul, hein. Dans le sens où voilà, bah, Omar Sy, il est entre guillemets, ouais, il est plus connu que Paulin. Ouais. Et c'est un gros risque de sa part. Mais après, voilà, ceux qui les connaissent bien, ils savent que malgré que Omar il a plus de combats que lui, techniquement, je pense que c'est un combat très très équilibré. Et pour avoir tourné avec les deux, et c'est vraiment honnête, je vois vraiment kiff-kiff, 50-50. J'arrive pas à voir l'issue du combat, à voir comment ça va se dérouler, tu vois. Et AB qui pratique la langue de bois en action. Alors moi déjà, tu vois, je dirais pas que c'est Oumar Sy qui a tout à perdre, mais plutôt que c'est Paulin qui a tout à gagner dans le combat. Oui, ouais. C'est-à-dire que Oumar, lui, il est sur sa lancée, il a 5-0, il est encore peu connu en France, il a l'occasion d'être sur une grosse plateforme. On le sait, le RS fait une bonne promotion, on l'a vu visuellement, c'est beau. Ils sont quand même en partenariat, je crois qu'ils vont continuer le partenariat avec RMC. Donc, J'ai pas vu là les annonces de. j'ai pas vu non plus, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'était ce qui était présent. Donc, pour moi, c'est plus Paulin qui a tout à gagner sur ce combat. Maintenant, pour moi, de ce que j'ai vu dans le combat de Paulin, parce que j'ai regardé, Paulin en amateur, c'est 2-2, 2 victoires, 2 défaites. Donc, j'ai pas vu les combats, mais après, on sait qu'en amateur, on peut vite tomber sur des Russes qui ont 300 combats de sambo, donc ça veut rien dire. Et en professionnel, c'est-à-dire en combat référencé, il a 2-0. Et quand je regarde les adversaires, il y a quand même du côté de Omar Sy, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que, à part le dernier adversaire d'Omar Sy qui était vraiment très très bon, le reste c'est des mecs qui étaient clairement qui débutaient sur le parcours. Mais Bah, moi, en fait, au moment où de ce lui, il affrontait ces mecs-là, c'était kiff-kiff. Tu vois, il débutait aussi, tu vois. mais voilà, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu quand même dans les combats, sincèrement, je trouve que physiquement, athlétiquement, même techniquement en pied-point, je trouve que ça frappe plus dur du côté d'Oumar Sy. Et Paulin, je pense que sa chance, ça sera clairement le sol et la lutte. Donc, ça va être pour moi une opposition de style dans ce combat. Après, toi qui as tourné avec les deux, j'ai du mal à croire que tu n'aies pas un avis un peu plus tranché. Non, non, en fait, justement, j'ai reçu des messages en fait par rapport à ce combat-là, dans le sens où c'était comment on dit, une opposition de style, mais les deux, je les vois vraiment complets, dans le sens où les deux strike bien. Malgré que Paulin, je crois que ouais, de base, il a commencé par le sol, par le JB. Bah, moi, en tournant avec lui, je me rends compte que c'est plus un striker. Enfin, c'est mon ressenti, tu vois. Tu sais, il est vraiment chiant à boxer, hein. Et après, au niveau de la puissance, je pense que c'est visuellement, tu vas dire que Omar, il frappe plus fort, mais Paulin aussi, il envoie. Franchement, il envoie dans le sens où, tu sais, au début, quand j'ai tourné avec lui, et là, actuellement, je vois qu'il y a une différence, tu vois. Tu sais, il a l'air nonchalant quand tu le vois, tu sais, il est grand et tout, il est longiligne. Et il est vraiment chiant à boxer. Après, voilà, j'ai pas la même morpho que Omar, donc logiquement, Omar, il boxe pas comme moi, tu vois. Mais j'ai hâte de voir ce combat. Je n'irai pas plus dans les détails, tu sais. Voilà, les deux, je les connais. Mais Et je le pense que cœur, c'est. t'es pour Le qui? cœur? Non, Ouais. franchement, que le meilleur gagne. Que le meilleur Non. gagne. En tout Mais cas, je serai non. devant avec mes popcorn. Ouais. Sachez-le, Mais, ouais, c'est. mais toi, t'es pour qui? Parce que tu as ton partenaire d'entraînement et tu me dis que tu as Non, un bien ami. sûr, mais j'ai une. Moi, Comment. Quoi? quand mon ami combat, je suis pour mon ami. Les deux sont mes amis. Donc, qui veut Ah, de ok. plus? D'accord. Ok. Non, mais Ça ma va. Paulin, je lui ai dit clairement, malgré qu'on était ensemble là dans l'Inspiring, je lui ai dit que voilà, les deux, c'était des gens que j'appréciais beaucoup et que voilà. Et c'est pas bien Et d'envoyer là, des messages. Pourquoi tu envoies des messages privés à Omar Sy pour donner les points faibles de Paulin? C'est pas bien de faire ça. bon, passons à un autre combat. Il y a quoi comme combat qui t'a hypé? Il y a le retour d'Abdoul aussi contre un vétéran UFC Ouais. pour la ceinture. Abdoul que tu as refusé d'affronter. Non, Il mais y en a un, il clairement, y a mais un vétéran UFC qui a porté. Attends, on y revient parce que je le refuse pour la prime qu'on m'a proposée, j'ai refusé de l'affronter. Arrête. Mais bon, après, ça arrive. Tu te rends en forme. Il est à son prime. Voilà. T'as juste pas envie de te retrouver Non, déjà, je suis en au 5 forme. minutes au Et sol. tu sais que j'ai déjà tourné avec lui. Tu lui Ouais. demanderas notre sparring. Tu pourras lui demander ce qu'il a pensé de moi. Ok, Abdoul,
si tu écoutes cette vidéo, bah, j'attends ton retour. Ouais, J'attends tu ton verras. retour. Et donc, Et il on a. affronte un mec, donc c'est un vétéran UFC, qui Ouais, a fait d'ailleurs pas mal de combats à l'UFC et qui en a gagné pas mal, qui est ouais. sur, je crois, 4 victoires, 4 défaites, un truc comme ça, ou 4-5, je sais pas, mais il a fait quand même pas mal de combats à l'UFC. Derrière, il a signé avec le RCC, tu sais, c'est une organisation russe. En Russie, là. Et il avait fait un match, il avait gagné normalement le combat contre Pavel Gordev, un mec que j'ai affronté au M1, et ils ont transformé ça en no contest pour un truc balourd. Bref. Ouais. Mais par contre, c'est un gars qui a fait toute sa carrière à 70 kilos et là qui monte à 77 pour la première fois depuis très longtemps. Pour être honnête, je pense que Abdul va le plier. Si tu veux Non, mon avis. ouais, non, je suis entièrement d'accord là-dessus. Voilà. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Et en tout cas, on espère que ce sera le combat qui lui fera accéder à l'UFC. Parce que là, il est Après, il sur. mérite. Bien sûr qu'il mérite. Clairement. Il est à 13-1. Voilà, il s'impose toujours avec brio. Il fait le show en plus. Et en tout cas, Ouais. voilà, donc j'ai hâte de voir ce combat aussi. En tout cas, c'est un personnage. Et au-delà de ça, actuellement, en 77 kilos, c'est celui voilà, il terrasse tout le monde. Ouais. Actuellement, c'est celui qui mérite le plus, qui est le plus en forme, le plus actif. Donc, ça serait mérité pour lui, en tout cas, de signer à l'UFC après ça. En tout cas, c'est bien pour lui parce qu'il est actif. Ouais. Moi, je pensais que le Brave n'allait pas le lâcher parce qu'il avait autorisé le Brave à combattre. Mais je crois que le Brave, je suis pas sûr, mais je pense que c'est la fin du Brave. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais peut-être que c'est un petit détail. Mais par exemple, là, ils n'ont pas Instagram. Ils n'ont plus Instagram, déjà. Non, ouais. Pourtant, c'était leur base de communication. Ils n'ont plus Instagram. Mais le fait qu'ils laissent leurs athlètes comme ça combattre. Parce qu'il n'y avait pas que lui du Brave qui avait combattu. Il y avait Luis Gliesman aussi, qui avait battu Mick Mill, qui est signé au Brave d'ailleurs. Et donc, ouais, je pense que ça. J'ai entendu aussi des échos comme quoi. Mais bon, après, j'en sais pas. Déjà, si tu regardais bien le Brave, ça faisait longtemps qu'ils organisaient que avec des collaborations d'organisations locales. C'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas organisé un Brave chez eux, un vrai Brave, entre guillemets. Ouais. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler un UFC numéroté. Ouais. C'est-à-dire un Brave entièrement Brave. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça. Ouais. Donc voilà. Après, sur la carte, en termes de combat qui va être vendeur, on a le combat de Bouganem parce qu'on a envie de voir sa transition face à Hugo Guillon. Ils ont changé. Ah, c'est plus lui? Ouais, ils ont changé là. C'est, je vais dire le nom, Jackie Jeanne. Je sais pas si c'est son vrai prénom, mais ouais. C'est un athlète. Mais en fait, d'ailleurs, c'est marrant parce que cet athlète-là, je l'ai croisé. Et il est signé au Management Factory. Et là, Yacine Bouganem, il s'entraîne actuellement avec nous. Donc, je sais pas si en fait, son adversaire, là, il a quitté peut-être le Factory, mais il est resté peut-être en management. Mais en tout cas, il était au Factory même bien avant moi parce que là, je suis en train de voir ses publications. Et en juillet 2020, il posait une photo avec Nassour, Taylor et tout, donc je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est lui qui a remplacé. Et c'est le combat. Tu crois qu'il y a des combats comme ça où les deux mecs, ils ont la même boîte de management et ils combattent l'un contre l'autre en début de carrière. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'éviter. Ils sont pas encore dans quelque chose d'inévitable. Tu crois à quoi pense la boîte de management quand ils font ça? Parce qu'il y en a un des deux qui est grand perdant. Bah, je sais pas quoi elle pense. Ça reste. Toi, C'est comme quand Gadjeu et Rabib se sont affrontés. C'est de la ah même non, boîte de mais là, management. c'est pour la ceinture de l'UFC. Qu'est-ce que Et, tu Da- et, racontes? Da- et, Da- Vas-y. et Darius et Arrête, Darius et arrête. Darius et Islam. Mais Darius c'est et pour le Islam. title shot. C'est pour le Ouais, title shot. mais je viens de te dire. Qu'est-ce que tu racontes? Non, quand t'es de mauvaise foi, toi, c'est trop. On peut plus, franchement. Moi, je te jure, je peux pas. Franchement. Vas-y. Bref, et il y a aussi un combat que je suis pressé de voir, c'est Alpha Sissoko en poids lourd, chez le frère du boxeur français, Souleymane Sissoko. Sparring aussi avec qui je tourne beaucoup, et franchement, il a les mains lourdes. Et là, il affronte un autre boxeur anglais. En fait, de base, il devait affronter un Écossais. C'était le même Écossais qui devait affronter Ruskov en Bark Knuckles. Et finalement, Ouais. voilà, il s'est désisté. Ils lui ont mis un El Moussaoui.
Donc, c'est 2 boxeurs anglais, mais Alpha, pour avoir tourné avec lui, il est complet. Dans le sens où il a fait du judo. Je crois qu'il est ceinture noire de judo. Et franchement, quand il met les petits gants, ça va vite et ça va faire mal. Donc, j'ai hâte de voir ce combat aussi. Il y aura Ahmed aussi Salamov qui est sur la carte. On aura 2 combats féminins. Iris Marmouzet, c'est une pensionnaire du MMA Factory, tu vois, qui a fait les championnats de France de boxe thaï aussi. Elle affronte une fille du NR Fight. Mais en tout cas, c'est pas mal. On a pas mal d'organisations, de rencontres entre Français. C'est ce que je voulais voir, moi, tu vois, donc c'est bien. Ouais, après, vraiment, hein, sur toute la carte, je l'ai regardé. Après, il y a des combattants qui sont intéressants comme Juan Manuel Suarez. Mais tu vois, Ouais. je comprends pas qu'ils ne mettent pas face à un Français. Par exemple, tu vois, ce combat-là, ça aurait été intéressant contre un Français. Là, le mec, après, Robert Valentin, je le connais pas, c'est un Suisse. Contre toi, par exemple Hein? Contre toi, par Bah, exemple franchement, ouais, j'y allais sec. J'y allais avec mon sac à dos et je reprenais le chemin Donc, d'entraînement. en gros, ce que toi, tu dis, c'est que tu veux un pêcheur pour combattre, pour briller dans ton public. Un peu. Et pour Lui, finir en c'est pas un beauté. pêcheur. Lui, t'es pas un pêcheur, hein. Il a combattu. Non, mais t'es un fou, quoi. Non, mais tu peux. En tout cas, c'est pas un crack. Et c'est pas un crack, il a 25 victoires, 9 défaites. Ah, Mais ça, c'est faux, quoi. ok. Il est sur 8 victoires consécutives. T'es fou, quoi. Non, sérieux, tu peux pas dire que c'est un pêcheur. Non, tu peux pas me dire que c'est un pêcheur. Ouais, c'est un chasseur. C'est comme le mec qui est venu te prendre là-dedans, qui t'a pris dans la cage, c'est un chasseur. En plus, mon parole, j'ai encore mal au bras. Franchement, il y a dans la carte, on voit en tout cas qu'il y a même la ceinture, je trouve qu'elle est donnée un peu vite pour le gars du Factory, pour Marcel Sichef, mais c'est vrai qu'il était impressionnant. Faut dire aussi la vérité. Mais je trouve quand même que c'est rapide parce que lui, il a fait qu'un combat, ça a duré, ils lui ont mis un mec en plus qui n'était pas très orienté. Donc voilà, je trouve que la ceinture, là, clairement, elle est donnée pour un gars du Factory et personne ne pourra me dire le contraire, pour que sa hype monte plus vite. Maintenant, on peut pas leur en vouloir. Après, c'est la méthode de Fernand Lopez et qui sait en cas ça a marché. Il a fait monter Cyril Gane de cette même manière. Là, Marseille, alors regarde, je te parle français, j'aurais préféré voir un Rémi Losco face à un Sichef pour la ceinture que de mettre un Brésilien avec un palmarès un peu construit. Bah après, j'ai envie de te dire, il est géré par le Management Factory. Donc voilà, le chemin à l'UFC. Pourquoi risquer, on va dire, de le mettre face à Damien qui va lui couper la route? Tu sais, c'est stratégique, c'est normal. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je parle pas du choix de combat. Je parle du fait de mettre une ceinture. C'est pour ça que je te dis. Parce qu'une ceinture, quand même, quand tu vois Abdul, le gars qui prend, il est solide quand même. C'est un gars de l'UFC. Abdul, en plus, avant ça, il a pris un combat. Il était loin d'être facile aussi. C'est juste qu'il surclasse tellement ses adversaires que tu as l'impression que c'est trop. Et voilà. Maintenant, ce que je dis, c'est que dans le choix de mettre une deuxième ceinture, je suis pas sûr que c'était utile. Ou du moins, je suis pas sûr que ce soit mérité. Maintenant, c'est ce que je dis aussi, il m'a impressionné parce qu'il était hyper explosif et je l'ai senti puissant. Après, toi, tu tournes avec lui, donc tu dois savoir. En plus, il a un passif de champion du monde de gréco-romaine junior. Et je te jure qu'il est très physique. Il est très, très physique. C'est ça, dès que j'arrive si tu avais gagné contre le chasseur, peut-être c'est toi qui aurais eu la ceinture. Sûrement, hein, bonne question. Mais je te jure, dès que je l'ai vu à la salle, il m'a enfin pas impressionné, mais il me dit, ouais, je sais qui ce mutant là. Il est biélorusse, congolais. Là, c'est genre 2 nations qui sont assez costauds, frère. Et ça a donné Marcel Tichet. Et il te roule dessus ou pas à l'entraînement? Non. Franchement, pour être honnête avec toi, j'ai pas tourné avec lui parce qu'en fait, dès que lui il est arrivé, après, quelques temps après, il a fait le sparring, il a fait tout le training camp de Cyril. Donc, il tournait à part et là, il est retourné en Russie. Mais je pense qu'il va revenir en France. Mais je pense qu'on aura l'occasion de tourner, que j'aurai l'occasion de tourner avec lui parce que son adversaire, il m'a l'air un petit peu de ma morphologie. Mais, il est gros? Ouais, il est gros. Il est petit et gros. Donc, ouais, voilà. Bon, en tout cas, la carte du Ares, par exemple, qui propose, je crois, à peu près une dizaine de combats, en tout cas, sur le papier, elle est plus attractive que celle de l'Hexagone, clairement.
largement. Après, il y a juste un truc, et c'est marrant, ils se sont positionnés de la même manière que Abdel s'est positionné avec le MMAJP. Abdel, avec le MMAJP, il avait fait le pari de récupérer les créneaux du jeudi soir. Et là, je vois que le Ares organise le jeudi soir aussi. Mais, ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais d'ailleurs, il y avait, en parlant de ça, je crois que ça devait être organisé le MMAJP à la même date ou le lendemain. Non, Mais, non, ouais, ça a été annulé et ça a été reporté. Mais en tout cas, c'est marrant que ça soit après le MMAGP la deuxième organisation à faire ce choix-là. Alors, je pense qu'il y a aussi le fait que les salles coûtent cher en location et que c'est moins cher de louer le jeudi soir. Ou est-ce que c'est parce que le public le samedi soir est trop habitué à aller regarder l'UFC ou à sortir que d'aller voir un gala de boxe? Je sais pas. moi, je pense que c'est le fait de. Bah, déjà, là, ils ont annoncé 9 dates. Il y en a une au mois de février et une au mois de mars. Et tu sais, je pense que le fait de vouloir enchaîner ces dates-là, tu ne peux pas te permettre de toujours les caler un samedi. Peut-être que les gens ont d'autres choses de prévues. Ou peut-être qu'en faisant. Tu sais, en fait, je pense que c'est soit tu fais genre 2 événements dans l'année, ou genre 3 événements dans l'année, genre des grosses cartes, comme la dernière fois à Marcel Cerdan. Tu vois, c'était un samedi soir, c'était genre 3 ou 5 000 personnes, je ne sais plus. Que là, je pense qu'ils vont faire des cartes de moins grosse qualité, avec plus de prospects et plus de peut-être de gros noms. Ils vont un petit peu jauger, donc mettre sous forme de un peu comme des Fight Night, en fait, j'ai l'impression, tu vois. Et parce que quand tu regardes les 2 événements de fin d'année, ils sont samedi soir et ça va être à Marcel Cerdan, comme Ouais. le dernier événement, quoi. Peut-être, ouais, t'as raison. Ils essaient peut-être, après, peut-être avec les dénominations, il y aura les Ares numérotés et des Ares Fight Night. Je sais Mhm. pas. Donc, on a fait le tour sur tout ce qu'on avait à dire. Maintenant, on va rebondir. Bon, vous connaissez nos pronostics, mais peut-être qu'on va un petit peu parler du combat quand même. Nous, on va rebondir sur les récents, comment dire, interviews d'Ngannou. Là, par exemple, Ouais. notamment son interview sur la sueur, où il disait qu'il ne veut plus combattre pour 500 000 ou 600 000 dollars. Il faut savoir que ça, c'est le prix de base lorsque tu défends ta ceinture ou lorsque tu as le titre. Bon, après, voilà, il y a les détails qui comptent dans le sens où il y en a qui vont avoir une plus grosse part de pay-per-view, donc ça va multiplier la somme. Et en gros, que là, il incitait sur le fait qu'il faut comprendre une chose. Et là, j'ai mieux compris qu'il dit qu'il est en position de force parce que même s'il perdait le combat ou même s'il le gagnait, bah en fait, il n'aura plus aucun lien avec l'UFC. Donc de là, il pourra en fait mieux négocier parce que s'il négociait avant, bah, c'était comme si en fait il le tenait en laisse. Donc il a dit que. Et quand j'y pense, c'est vrai que ça a été intelligent de sa part en fait de lui et son équipe. Ouais. Franchement, ça, je me tue à le dire aux gens depuis le début. Depuis le début, je le Ça dis. m'étonne pas, hein. Non, mais arrête. Bah non, je dis ça parce que tu parles avec lui, peut-être qu'il te dit des choses que tu ne veux pas dévoiler, parce que tu Mais dis que tu fais si. la langue des bois, mais hein. Non, mais moi, j'ai dit exactement tout ce que j'ai dit, c'est pas des choses que j'ai inventées. Et quand je l'ai marqué sur ma publication, les gens disaient, écoute bien, la mentalité française. Les gens disaient, il part de rien, il gagne 500 000 dollars, qu'est-ce qu'il veut de plus? Frère, c'est pas parce que tu as mangé des pierres toute ta vie, tu dois continuer à manger des pierres. C'est pas parce que tu as été pauvre, tu dois te satisfaire parce qu'on te donne 100 euros demain. C'est quoi cette mentalité? Tu vois Ouais, ce que je veux dire? C'est que les gens, moi, ça me choque que les gens te renvoient à d'où tu viens. Qui est là pour te renvoyer à d'où tu viens, mec? ouais, c'est ça. En fait, après, pour moi, Non, mais enfin, je pense qu'il y a 2 systèmes de négociation. Il y a soit tu fais la tête dure, la tête de mule comme ça, là, comme il fait, enfin, la tête dure. Tu fais le dur dans les négociations, dans le sens où tu sais ce que tu vaux, donc tu veux ça ou rien. Ou soit tu as le côté, bah, ça me fait un petit peu rappeler aussi à ce que Daniel Cormier avait dit, que lui, en fait, il a toujours été en bonne relation avec l'UFC, parce que voilà, le jour où il avait affronté John Jones et qu'il avait perdu, il me semble qu'il avait reçu 70 000 dollars. En gros, il disait que les gens, en gros, avaient, entre guillemets, respecté sur le sens où ils méritaient plus. Et il disait, en gros, non, voilà, j'ai perdu le combat, c'est ce que je mérite. Et apparemment, après, il avait eu un million de la part des frères Fertitta et de Dana White. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, lui, il a toujours été en bon terme avec l'UFC. Et l'UFC, ils lui ont rendu l'ascenseur dans le sens où, voilà, il travaillait avec eux et tout. Et après, il faut voir ce que Ngannou, il risque pas de se brûler les ailes. Parce que c'est bien d'aller faire un combat à 3 millions contre Fury, mais ça, parfois, il faut réfléchir sur le long terme, tu vois. gros, déjà, ce que je veux dire, c'est au-delà de ça. Effectivement, il y a deux stratégies de négociation, mais les stratégies, tu les adoptes en fonction de tes compétences. Ça veut dire le combattant moyen, il va jamais faire la tête dure avec l'UFC. Bien sûr. C'est-à-dire, il va baisser la tête, il va dire, OK, c'est bon.
le combattant qui est excellent, ou du moins qui est quasiment sûr, bien, lui, il va aller au bout de sa démarche. On est d'accord, t'es d'accord avec moi? La deuxième chose, c'est tu me dis le contrat de boxe anglaise. Mais s'il prend 100 millions. Oui, c'est vrai que je me suis arrêté à 3 millions, je ne sais pas pourquoi, mais ouais. Combien de combats il faudrait à l'UFC pour qu'il gagne cette somme? A bien dit, si le combat, et déjà, va falloir qu'il gagne la semaine prochaine. On est d'accord. Tu vois. Mais même s'il ne gagne pas, est-ce que parce qu'il n'a pas gagné contre Gain, admettons, s'il combat contre Fury, tu n'irais pas regarder le combat? Bien sûr, mais ça sera moins vendeur auprès des protagonistes de la boxe anglaise, parce que là, il va pas être vendu en tant que champion. Nous, on va regarder le combat, nous. Mais les mecs de la boxe anglaise, c'est ça qu'il faudrait. Excuse-moi. Le pouvoir de communication, dès que tu veux vendre quelque chose, ce que je veux dire, c'est que demain, Conor, ils sont prêts à le remettre pour la ceinture face à Oliveira. Quand tu regardes les performances de Conor, tu te dis, mais c'est impossible. Et le pire, c'est qu'ils vont réussir à vendre le combat et il y en a qui vont jurer sur tout ce qu'ils peuvent que c'est légitime. Et que c'est légitime. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est parce que c'est la communication. Et si la machine, elle se met en route, on te vend ce que tu veux, n'importe quoi. Et on regardera le combat parce qu'on sera intrigué par le combat. Donc, moi, j'y crois pas du tout au fait que il va y avoir une grosse différence entre s'il gagne ou s'il perd et qu'il parte en anglaise. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a gros à perdre s'il perd ce combat. Pour lui, il y a clairement un enjeu qui est supérieur à la simple victoire et que dans ce combat, pour moi, Gain a beaucoup moins à perdre. Tu vois, pour moi, Gain a tout à gagner et Francis a beaucoup à perdre. Ça, c'est une réalité. Ça, hein. Non, honnêtement, dans les deux sens, voilà, Gain, comme il le dit dans ses interviews, il est arrivé il y a 3 ans, entre guillemets, limite par hasard. Donc, voilà, tu sais, c'est plus, on va dire, pour l'affaire personnelle que ça va, entre guillemets, impacter, je pense, le MMA Factory. Que, voilà, en fait, dans le sens où, tu sais, avec toutes les embrouilles qu'il y a eu, en fait, j'ai l'impression que ce combat-là, il va donner raison, en fait, en fait, si Cyril gagne, ça va donner raison au clan MMA Factory, à Fernand Lopez et tout. Et si Ngannou, il gagne, en fait, c'est comme si, en fait, ça va confirmer que c'est Ngannou le méchant. Tu vois. Mais ça, je suis entièrement d'accord. Après, il y a un truc qui est arrivé cette semaine et j'ai vu la mentalité française ou de certains qui suivent vraiment l'historique changer et tu le vois aux commentaires. L'interview de Ngannou avec la sœur, et d'ailleurs, franchement, pour le coup, chapeau à eux parce que l'interview, franchement, ils ont fait un travail de ouf. Et j'ai trouvé que la sœur, qui jusqu'à maintenant était pas du tout neutre dans cette histoire, a permis de montrer que c'était un média MMA et pas un média MMA Factory. Après, j'ai envie de te dire, encore heureux, il est face à Ngannou, il va pas lui dire clairement, Non, j'ai pas dit ça. Face à Ngannou, il aurait pas pu, mais ils auraient très bien pu ne pas demander d'interview à Ngannou. Ah, ok. Tu vois, ils auraient pu ne pas lui donner la parole. Et j'ai trouvé que lui donner la parole, surtout et de le laisser s'exprimer sans forcément, tu vois, et ben, on a vu un Ngannou calme, serein, plus détendu. Et je pense que les gens, ils ont aussi pu voir que dans tout ce qu'on disait jusqu'à présent, il y avait une version, maintenant il y a une deuxième version et que la vérité, elle est forcément entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une vérité qui est certainement entre les deux et ça donne aux gens, en fait, d'avoir les deux versions des faits. Et j'ai trouvé que ça, c'était une bonne chose et félicitations à eux pour avoir sorti ça. Bah après, deux versions des faits, j'ai envie de te dire, pas vraiment. C'est juste que là, il a répondu à une question, par exemple, au fait qu'il ne s'est jamais pris de KO à l'entraînement. Mais sinon, sur tous les propos que Fernando Lopez avait dit jusqu'à présent, tu n'as jamais entendu Ngannou démentir. Tu vois ce que je veux dire? Que Ngannou, il rentre plus dans le conflit. Et je vais même pas rentrer dans les détails de certains trucs. Mais si tu lis à travers les lignes, tu t'aperçois que l'histoire, elle est différente quand même. Après, toi, tu y étais à ce moment-là, tu vois, donc... non, c'est même pas ça. Sur sa manière dont il ressent les choses, dont il dit les choses. Je parle même pas des sparring et tout. C'est-à-dire que lui, là, en fait, Ngannou, quand il t'explique sa manière d'avoir pensé et réfléchi les choses, tu vois, de la même manière que toi, tu disais, quand tu l'as jugé en première instance sur le management en disant, ouais, c'est n'importe quoi, la tête dure, tout ça, au final, il est en train de réussir ce que personne n'a réussi. J'imagine que si il réussit ce qu'il a fait, les gens ne se rendent pas compte, mais l'impact de ce qu'il a fait aura encore plus d'impact
que ce que un Conor a pu faire pour le MMA, parce que ça va bénéficier à tous les combattants de UFC sous contrat. Franchement, faut se rendre compte de l'enjeu politique entre guillemets qui se joue entre Dana White et Ngannou. Franchement, il y a vraiment un bras de fer qui s'est amorcé et il y a quelque chose. Je pense que là, Dana White, il est vraiment en train de prier pour que Cyril il gagne ce combat. Hein. Parce que crois-moi qu'il sera en position. Bon, même s'il sera toujours en position de négocier, mais voilà quoi. Et après aussi, il a dit une chose qui m'a interpellé. Il dit qu'en fait, ce combat, en gros, qu'il aurait pu le refuser, mais qu'il a accepté pour des raisons personnelles. Et c'est là où je me dis, peut-être que. Tu vois qu'il a entre guillemets une revanche à prendre. C'est pas un combat qui l'approche comme une défense de titre banale. Même s'il ne le montre pas, même s'il n'évoque pas le nom de Fernand Lopez, tu vois qu'il veut montrer que. En toute honnêteté, mon inquiétude, c'était vraiment qu'ils prennent ça avec beaucoup d'émotions, etc. Et moi, franchement, en toute honnêteté, quand j'ai vu l'interview, ça m'a plus rassuré dans sa gestion des émotions quand même. Je l'ai trouvé hyper serein, hyper calme, hyper détendu, hyper sûr de lui. Après, comme je dis, maintenant. De la même manière dont il était contre Stipe Miocic en 2018. Hein. Je sais pas, franchement, je trouve que tu es dur avec lui ou que tu veux pas voir la vérité en face. Mais là, il n'y a aucun reproche. Il y a bien eu des commentaires qui ont confirmé mes dires en disant que tu étais un pro Ngannou. Et par contre, là, toi, moi, c'est un truc. Non. Moi, je suis pour. Moi, ce que je dis, c'est que quoi qu'il arrive, on aura un beau vainqueur. Maintenant, si tu me demandes. Attends, regarde, si tu me demandes le cœur, t'es avec qui? Je te dis, moi, je souhaite que Ngannou gagne. Voilà, qu'il gagne. Ça, c'est évident. Maintenant, ce que je dis là sur l'analyse que je fais de la vidéo, c'est que je te dis que ça m'a rassuré de le voir comme ça dans cet état-là parce que je le sens sincèrement très serein à l'approche de ce combat. Maintenant, c'est pas pour autant que le combat est gagné ou autre. Ouais. C'est juste que j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de recul par rapport à ce qui s'est passé et que j'ai l'impression qu'il aborde le combat de la bonne manière. Ouais, je pense qu'il a dû faire peut-être de la préparation mentale parce qu'on sait que c'est ce qui lui a fait défaut contre Miocic et c'est ce qui lui a permis, on va dire, de remporter ce combat, de garder, on va dire, ce calme-là, tu vois. Et je pense que là, il va vraiment falloir qu'il trouve, on va dire, cet équilibre-là, tu vois, de ne pas se précipiter parce que ça va jouer là-dessus. Et on sait que Ngannou qui se précipite face à Cyril Gane, bah, ça laisse beaucoup de portes ouvertes. Là. D'ailleurs, comment tu vois ce combat? Comment tu penses que le combat va se dérouler? Parce que je sais que tu vois Francis l'emporter. Mais si tu devais visualiser le combat, tu penses que ça va se dérouler comment? Moi, je dis attention à la gestion. C'est-à-dire que je pense. En fait, Ngannou, il va arriver dans le combat, c'est ce que j'expliquais. C'est que Cyril Gane, il peut gagner, lui, à la condition où il fait un combat parfait. C'est-à-dire que pour moi, comme je le dis depuis le début, il peut gagner s'il s'exécute de la bonne manière et qu'il laisse pas trop d'ouverture et qu'il déroule son jeu. Et on le sait, en fait, Cyril Gane, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est lui qui mène la danse. C'est lui qui décide d'aller coller, qui recule, qui donne le volume de coups, qui va coller, etc. Donc si, on va le voir assez rapidement si Cyril il arrive à trouver ses marques dans le combat. De l'autre côté, on a Ngannou qui, lui, on a l'impression qu'il se jette, qu'il va à la bagarre, mais en vrai de vrai, c'est un mec qui aime bien attendre avant de se jeter dans la bagarre. Il est toujours en réaction. Si tu regardes bien ses combats, c'est pas quelqu'un qui avance sur ses adversaires. C'est quelqu'un qui absorbe et qui ensuite rentre dans la bagarre. Et donc, la question, ça va être de savoir comment Ngannou va gérer ce combat. Est-ce qu'il va faire ça dépend des gars qu'il a affrontés. Si tu regardes contre Rozenstruik, bah c'est sûr. Parce qu'en fait, déjà sur Rozenstruik, il savait qu'il n'y avait pas le risque de la lutte, de se faire contrer. Mais en fait, je pense que, parce que je me rappelle, en fait, là, tu peux pas me dire de se faire contrer, mais t'es un malade. Non, d'aller en gros, genre, de se faire prendre un takedown. Parce qu'en fait, tu vois, le takedown. Le jour où il a affronté Overeem, tu sais, Overeem, il l'amène contre la cage. Et il dit quoi, en fait, après le combat, il dit qu'il voulait jauger sa force. Tu vois. Et en fait, il fait ça les 30 premières secondes de tous ses combats, enfin les 10 premières secondes, tu sais, il jauge un peu. Mais quand tu regardes bien lorsqu'il affronte Curtis Bey pour la deuxième fois, vu qu'il sait ce que Curtis Bey il vaut, tu vois, il y va directement droit au but, tu vois. Et en fait, en parlant de ce que tu dis, il y a même Eric Nicksick qui dit quoi? Qui dit qu'en gros, qu'il ne faut pas trop en laisser à Cyril, parce que sinon c'est lui qui mène la danse.
et que à coup sûr, s'il y a une guerre, ils misent sur eux, sur eux-mêmes, genre sur lui et Ngannou. Et en fait, moi, là où je dis en fait c'est compliqué, c'est que tu sais, Ngannou, il a une seule arme, il a une seule possibilité. On sait qu'il ne peut pas gagner par soumission. Je pense que les probabilités sont basses. Il peut gagner par KO. Et lui-même, il l'a dit dans le pronostic de la sueur, il a dit qu'il va mettre KO Cyril dans les 2 premiers rounds. Et on sait qu'au-delà de ça, ça va être compliqué. On est d'accord parce que, je le sais, il n'a jamais eu besoin de plus pour gagner. C'est-à-dire que et regarde, juste sur l'aspect psychologique, imagine que le round, déjà, il dépasse les 3 minutes, les 4 minutes. Déjà, à ce moment-là, vu que ces 5 derniers combats, ils n'ont pas duré plus de 30 secondes, déjà, à ce moment-là, ça va jouer à son désavantage. Ensuite, deuxième round qui passe, troisième round qui passe, et moi, comment je vois les choses se dérouler, Cyril, il va faire du Cyril dans les 2 premiers rounds, et je vais te dire que je suis un fou, hein. Mais pour moi, à partir du troisième round, déjà, même s'il ne se passe pas grand-chose dans les 2 premiers rounds, tu sais, le fait que Cyril il soit beaucoup en mouvement, qu'il envoie beaucoup de fausses informations, qu'il brouille les pistes, qu'il change de garde, qui bouge à gauche, à droite, déjà, ça va un peu cramer Ngannou. Et pour moi, à partir du troisième round, je sais pas, enfin, c'est mon avis, je pense qu'il va y avoir des changements de niveau de la part de Cyril. Lorsque Ngannou il va perdre patience, je pense qu'on va avoir de la lutte en timing. Et à ce moment-là, si Cyril il réussit à ramener Ngannou et que Ngannou doit se relever derrière, même empêcher la défense de lutte et aller boxer derrière, ça va être compliqué. Et l'aspect psychologique, j'en parle vraiment parce que je pense que ça va faire la différence, c'est qu'il y aura Fernand Lopez qui l'a formé de A à Z et qui est là, je sais pas, mais peut-être qu'il dira des choses peut-être pour énerver Francis. Ça, c'est sûr. Et je l'ai marqué dans l'analyse, ça d'ailleurs, que Lopez, ça sera lui, il est capable de dire des trucs, des saloperies au bord du combat pour sortir Ngannou du combat. Après, c'est de bonne guerre. Pas non plus des saloperies. Non, mais t'as compris quand je dis saloperies au sens de qui vont venir polluer le combat. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que Gain, on sait qu'il va faire du gain. Par contre, là où je te rejoins pas, c'est quand tu dis que Ngannou n'a que le seul qui n'a qu'une seule stratégie possible, c'est Gane, c'est pas Ngannou. Ngannou, il peut très bien accélérer ou alors attendre, se mettre au centre de la cage, aller à la bagarre. Que Gane, il n'a pas d'autre choix que de mener la danse. C'est ça la différence. Pour moi, tu te trompes. Tu peux me dire que Cyril Gane a plus d'armes sur son striking, ça je l'entends, mais tu peux pas. Stratégiquement, c'est Ngannou qui a l'avantage. Stratégiquement, Ngannou, il a l'avantage dans le sens où lui, il a pour lui, il va multiplier les phases de bagarre. Son but, c'est de multiplier ces phases de bagarre parce que c'est là où il va être hyper dangereux. Et donc, du coup, des fois, il acceptera d'absorber, des fois, il va mettre le rythme, des fois, en fait, on ne sait pas comment il va envisager ce combat. Alors que toi-même, tu le dis, Gane, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du Gane. Il va venir. Il a plusieurs possibilités. C'est-à-dire, la première, c'est la gestion. La gestion, c'est-à-dire que faire durer le combat et aller à la décision. Déjà, donc ça, on le sait, dans les 2 premiers rounds, c'est ce qu'il va faire. On le sait. Et la deuxième possibilité, pour moi, comme je dis, c'est à un moment donné, lorsqu'il va trop vouloir s'engager, Ngannou check des crochets larges, de rentrer en timing. Et on sait que ça, il le fait bien, Cyril, tu vois. Et troisième possibilité, après, c'est peut-être d'aller chercher la soumission. Contre qui il a fait ça? Cyril Gane, c'est un mec qui lutte contre la cage. Non, mais c'est pas un mec. Il l'a fait contre, je crois, son troisième ou deuxième adversaire, j'ai oublié son prénom. Ouais, d'accord. Et il est top combien? Non, mais parle-moi des tops. Il l'a fait sur Jairzinho aussi. Hein. Pourtant, Jairzinho, je te jure qu'il m'a l'air plus compliqué à amener. Dans le sens où il est cassé, il est bas sur les appuis. Il l'a fait contre la cage, pas en milieu de cage. On a vu un single leg, mais il l'a tiré hors de la cage. On a vu un balayage. On a vu. Contre la cage. Et il n'a pas réussi à maintenir le combat au sol. Non, sincèrement, quand tu me dis par exemple que tu supprimes la possibilité de soumission du côté Ngannou, tu penses que Gane peut gagner par soumission, sincèrement? Oui, franchement, ouais, Mika. Non, écoute, je te jure, je pense que c'est pas impossible. Franchement, c'est pas impossible. Mais là, alors, après, si tu me dis. En fait, non. Si c'est pas impossible, tout à l'heure, tu me parles de statistiques. Là, on reparle statistiques. C'est pas impossible non plus pour Ngannou de soumettre Gane. C'est pas impossible. Mais on sait que Ngannou, lui-même, il a dit qu'il n'aime pas le grappling. Je sais pas si tu as vu des interviews de lui où il dit qu'il. Me fais pas croire que Gane c'est devenu un grappleur quand même. Non, c'est pas un grappleur, ça reste un striker, mais je le vois et j'ai déjà tourné avec lui au sol plusieurs fois. Je vois qu'il y a. Tu sais, en plus, le fait qu'il a appris le MMA, on va dire, il n'y a pas très très longtemps, il a vraiment un sol axé soumission, un sol efficace.
Et tu sais, comme je t'ai dit, avec la fatigue, bon après ça va être compliqué parce que je me dis que même Miocic, au top de sa forme, pendant 25 minutes, il n'a pas réussi à finir Francis. Mais je pense qu'il y a des possibilités. Comme je t'ai dit, Bon, moi je sais pas après, pourquoi, mais je visionne ce combat-là comme ça. À partir du troisième round, si Cyril, en plus il connaît la gestion d'effort, il a fait des 5x5. S'il commence à vouloir rentrer dans le timing, lorsqu'un Ngannou il va se vouloir rusher, ça peut le faire pour lui. Et surtout que ce qui est bien, c'est que Cyril, il a toujours à garder la distance. Donc même si Ngannou veut rusher, il a juste à se désaxer, à sortir et pour se mettre hors de danger. Donc mais voilà, mon après, pronostic reste le même. ce qui est sûr, c'est que voilà, Gane, ça va pas être un combat facile. C'est un combat difficile et il n'est pas là pour rien. Et moi, c'est ce que je dis. Autant je vois Ngannou vainqueur, mais en termes de pourcentage de chance, c'est pas non plus 90-10. Et tu vois, Ouais, je dis juste, ouais. pour moi, Ngannou a 2 fois plus de chances de gagner. C'est-à-dire que je mets 66-33. Mais voilà, après, comme je dis, un combat, c'est un combat. Il y aura qu'une réalité. Tu vois, dans le combat, ça se trouve, le dimanche, on va nous dire quoi? Une fois que le résultat sera tombé, on va apprendre que l'autre, il avait une cheville cassée, l'autre, il avait. Tu sais jamais dans le combat. Mm. C'est pour ça, on peut dire ce qu'on veut. Quand Khabib, il a affronté Gaethje, son orteil de pouce, il était cassé au pied. Ça, tu vois ce que je veux dire? On sait pas. Nous, on fait que des suppositions. Après, tu as la réalité du jour J. Ça se trouve, le mec, il va mal dormir. Ça se trouve, le mec, il va manger un truc qui s'est mal passé. Ça se trouve, la gestion du stress, ça va le manger. On peut plus Ouais, savoir. ça, c'est vrai que c'est en France, c'est des choses qui peuvent arriver, quoi. Mais on va finir là-dessus. Et je voulais te dire un truc. Tu sais ce qu'on fait? Si Francis, il gagne, j'offre une place pour Arès 3 à un des spectateurs. Si Cyril, il gagne, t'offres une place à un de ceux qui nous regardent pour Arès 3. C'est bon? Allez, avec plaisir. Sauf que moi, je me sens un peu escroc. C'est que toi, la place, tu vas l'avoir par Fernand Lopez et que moi, la place, je vais devoir l'acheter. Peu Donc, moi, importe. je propose autre chose. C'est quoi? Si, si Cyril gagne, moi, je paye une place au Ares, il n'y a pas de souci. Si Francis Ngannou gagne, tu payes une place au 100% fight. Vas-y. C'est bon? Vas-y, moi, je Comme ça, conclu. comme ça, tu payes la place. Dernière chose, j'ai fini là-dessus. Un petit quiz pour faire gagner une paire de gants d'Arès. Mais Ah c'est bah pas toi moi, qui réponds. moi, je joue pas alors. C'est pas toi qui réponds. C'est pour les spectateurs. Alors, la question, c'est combien de poids lourds français ont signé à l'UFC dans la totalité? 4 poids lourds, 3 poids lourds ou 5 poids lourds? Voilà, vous mettez votre réponse en commentaire. On fera le tri. Celui qui gagnera, il y aura une sélection et on l'annoncera dans le prochain Attends, épisode. juste pour quand même les aider. Ngannou, tu le considères comme un Français ou pas? Ouais, Parce que tout à merci. l'heure, Ouais, bah oui, bah oui. Oui. non, mais Enfin, parce que ouais, tout avant, à ouais. l'heure, tu faisais Il a Zemmour. signé en tant que Français. Il a signé en tant que Français. Ok, ok, c'est bon. Donc, on va finir là-dessus. Il est déjà 2h du matin. Et je voulais. On répondra aux questions sur le prochain épisode. Et ça a pas mal pris ce que ton annonce là par rapport au jeu concours là pour participer au tournoi. Mais voilà, Mickaël a fait crevoir. Je pensais qu'il allait avoir un lot à gagner pour le gagnant du tournoi. Mais bon, ça va être juste une bonne ambiance. Donc, Ouais, ça va être une vraie bonne ambiance. ouais, ouais, T'as vu, il y avait qui? Il y aura Ragnar Le Breton, il y aura Alto Bobo dans les guests. ouais. Dans les combattants, il y aura Omar Sy d'ailleurs, Ouais. on en J'aime bien parle qu'il a pas dans la souvent. série. Et là, il y aura Saladin Parnasse, il y aura Ramzan, il y aura Morgan Charrière, il y aura Damien Lapillus, il y aura Kevin Fall, David Beer ou Gina. Franchement, il y aura du beau monde, ça va Pas être une bonne mal. ambiance. Ça marche. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Et il y aura le résultat du fameux combat. Mais franchement, c'est où ce qui se passe. J'ai hâte en tout cas. Ok, Salut. salut les gars, ciao ciao.